Bonsoir à tous, Le Monde aujourd'hui, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal. On commence tout de suite par les titres. Choc et peine ici aux États-Unis. Une effroyable fusillade dans une école primaire du Texas a replongé l'Amérique dans des larmes. Il est temps de transformer cette douleur en action, a exhorté mardi le président Joe Biden. La sécurité, une préoccupation majeure pour de nombreux Sénégalais qui demandent des comptes à l'État. Le nouveau déclic, le meurtre d'une jeune dame la semaine dernière. Climat d'insécurité également en République démocratique du Congo où l'armée congolaise et les rebelles du M23 s'affrontent sur plusieurs fronts dans le Nord Kivu, entraînant des déplacements de population. VO Afrique est sur place. Notre série sur l'impact de la guerre en Ukraine sur le continent africain nous conduit ce soir au Nigeria. En 2020, la Russie a exporté pour plus d'1 milliard de dollars de marchandises vers le Nigeria, première économie africaine. Visiblement en colère et bouleversé, le président Joe Biden s'est engagé mardi à pousser les législateurs à prendre des mesures pour réformer les lois sur les armes à feu après qu'une fusillade dans une école dans l'État du Texas favorable aux armes à feu a causé la mort d'au moins 19 enfants. Anita Powell fait le point, récit d'Ilidico. Le président Joe Biden a promis mardi soir de prendre des mesures significatives en faveur de lois sur les armes à feu avec du bon sens, visant spécifiquement les fusils d'assaut après cette tragédie dans une école primaire du sud du Texas. L'idée qu'un gamin de 18 ans puisse entrer dans un magasin d'armes et acheter 2 armes d'assaut, ce n'est pas correct. Pourquoi quelqu'un aurait-il besoin d'un fusil d'assaut à part pour tuer une autre personne ? Les cerfs ne courent pas dans la forêt avec des gilets pare-balles pour l'amour de Dieu. C'est juste dingue. Les fabricants d'armes à feu ont passé 2 décennies à commercialiser de manière agressive des armes d'assaut qui leur apportent de plus gros profits. Pour l'amour de Dieu, nous devons avoir le courage de tenir tête à l'industrie. Les autorités ont déclaré que 19 enfants et un enseignant figuraient parmi les morts mardi soir après l'attaque qui s'est déroulée vers midi à l'école primaire Robb à Uvalde, au Texas. Biden a également adressé ses condoléances aux familles. Perdre un enfant, c'est comme se faire arracher un bout de son âme, comme un creux dans la poitrine et vous avez l'impression d'être aspiré de l'intérieur. Vous ne pouvez pas vous en sortir, c'est étouffant. Vous n'êtes plus jamais tout à fait pareil. Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, un républicain, a déclaré que le tireur était un résident d'Uvalde âgé de 18 ans. Il a ajouté que le tireur a probablement été tué par les policiers qui ont répondu à l'appel. Je veux vous dire que ce qui s'est passé à Uvalde est une horrible tragédie qui ne peut être tolérée dans l'État du Texas et des mesures rapides sont prises par les forces de l'ordre local ainsi que par le ministère de la Sécurité publique du Texas. À Washington, les dirigeants du Parti démocrate ont pris cet événement comme un appel à l'action pour adopter des réformes qui empêcheraient de futures fusillades. Le Texas est un État qui défend ardemment le droit du port d'armes. Face à cette tragédie, Biden a ordonné que le drapeau national soit mis en berne à la Maison-Blanche et dans tous les bâtiments et lieux publics. Pour développer cette actualité, retrouvons tout de suite René Lec. Vous êtes journaliste et analyste politique. Vous nous répondez de Dakar au Sénégal. René Lec, bonsoir. Bonsoir, John. Une énième tuerie, des morts et des familles en larmes et tout un tas de questions. Pourquoi cela arrive-t-il? Pourquoi toujours les États-Unis? René, j'ai envie de vous demander jusqu'où les choses doivent-elles aller pour que ça change? Écoutez, c'est une question que beaucoup d'Américains se posent, de leaders américains, de membres de la société civile, mais également et surtout de parents de victimes. John, aujourd'hui, c'est 21 tués
Il y a 11 jours, c'était 10 personnes tuées dans une tuerie massive encore. C'était une attaque raciste dans un supermarché. Le lendemain, c'était 1 mort et 5 blessés. En 2018, c'était 17 tués en Floride, dans un lycée. Et l'une des situations les pires, c'était il y a 10 ans, en 2012, avec 26 tués à Sandy Hook, qui était une école élémentaire également, et c'était des enfants. Donc c'est un cycle infernal duquel on n'arrive pas à sortir, et malheureusement, tout le monde sait pertinemment que ce n'est malheureusement pas la fin de ce cycle. Alors, ceux qui vivent hors des États-Unis et qui suivent cette actualité doivent sans doute se demander, René, pourquoi le patron de l'exécutif semble vouloir faire les choses, faire bouger les choses, autant pour moi, mais visiblement, rien ne bouge. Où est-ce que ça coince? Écoutez, c'est une question législative parce qu'il faut pouvoir faire passer des voix. Au niveau exécutif, des ordonnances présidentielles, des décrets présidentiels, il y a très peu de choses que le président puisse faire. Il faut que ce soit approuvé par le Congrès et le Sénat. Et là, il n'a pas les voix parce que les républicains s'y opposent férocement, même à la suite d'événements aussi tragiques. Par exemple, hier, Ted Cruz, un républicain sénateur, lui-même disait qu'au contraire, qu'il faudrait même plus d'armes pour se défendre contre des gens malveillants qui sont armés. Donc c'est très difficile parce que le lobby pro-armement aux États-Unis est extrêmement puissant et finance énormément de campagnes électorales. Et quel est l'impact de cette tuerie sur l'image des États-Unis dans le monde entier et en particulier dans des pays de même niveau de développement, René? Oui, c'est intéressant, John, que vous parliez d'éléments comparatifs parce que, bon, aux États-Unis, vous avez plus de 120 armes à feu pour 1000 habitants. Dans un pays comme la Finlande, vous en avez 32. Au Canada, vous en avez 34. Même dans un pays plus ou moins en guerre comme le Yémen, il y en a 52. Au Liban, qui est un pays où beaucoup d'armes circulaient, il y en a 34. Donc les États-Unis en ont 3 à 4 fois plus que dans pratiquement tous les autres pays du monde, ont énormément d'armes qui circulent. 330 millions d'habitants aux États-Unis, John, et il y a plus de 400 millions d'armes à feu qui circulent dans ce pays. Donc, c'est sûr qu'une telle situation, on a du mal à voir comment les choses peuvent changer tant qu'on n'a pas réglé la question du contrôle strict des armements. Merci beaucoup, René Lec. Vous êtes donc à Dakar, au Sénégal. On vous retrouvera sans doute pour d'autres actualités. Au revoir, John. On reste justement au Sénégal où les cas de meurtre et d'agression avec violence ont considérablement augmenté ces dernières semaines, poussant les populations à monter au créneau pour demander plus de sécurité à l'État. Le meurtre d'une jeune dame la semaine dernière dans sa boutique de transfert d'argent est la goutte de trop. De notre correspondant à Dakar, Sedina Abagay. Des agressions et vols filmés par des caméras de sécurité et largement partagés sur les réseaux sociaux avaient déjà fait réagir les populations. Le week-end écoulé, la médiatisation de 3 crimes a fini par créer un sérieux sentiment d'insécurité chez les Sénégalais. Actuellement, personne ne peut dire qu'il est serein face à la situation sécuritaire parce que les agressions et crimes auxquels on assiste sont vraiment choquants. Tuer les gens comme des mouches, vraiment, c'est la première fois que je vois ça au Sénégal. Quand nos enfants vont à l'école, nous sommes dans l'inquiétude totale jusqu'à leur retour, car la sécurité n'est plus garantie. La précarité de la situation sécuritaire pousse également certaines personnes à réaménager leur horaire de travail pour éviter d'être les victimes des délinquants. À partir de 19h, je ne sors plus du périmètre du centre-ville à cause de l'insécurité qu'il y a dans le pays actuellement. Il y a beaucoup d'agressions, de vols à l'arraché et j'en passe. Même quand je gare ma moto, j'ai peur de me la faire voler parce que les gens veulent que tu amènes la livraison jusqu'à leur porte, même s'ils habitent au 7e étage. Tu montes jusque là-bas pour déposer le colis. À ton retour, tu peux trouver ta moto volée ou même pire, faire face à des malfrats qui te dépouillent sans vergogne. Face à cette brusque montée des agressions, parfois mortelles, les populations se font de plus en plus justice.
elle-même. Si les autorités font le nécessaire, les gens ne vont pas se faire justice quand ils attrapent un malfrat. Mais il y a une certaine frustration de voir un agresseur ou un meurtrier être gracié ou remis en liberté conditionnelle. Cela augmente le sentiment de frustration et pousse les populations à lyncher les délinquants qu'elles attrapent. Face à la montée de la criminalité et aux plaintes des populations, les forces de défense et de sécurité ont lancé une vaste opération de sécurisation avec des patrouilles mixtes, police et gendarmerie. Les autorités ont également annoncé la mise en place de dispositifs plus inclusifs afin de renforcer le sentiment de sécurité chez les populations. Ainsi, en plus des numéros verts de la gendarmerie et du numéro d'urgence de la police, le numéro 123 a été mis en place par le ministère de l'Intérieur pour lutter contre les agressions. Seydina Bagay pour VOA Afrique, Dakar. Au Burkina Faso, après 39 jours de recherche, le scénario tant redouté s'est matérialisé. 4 des 8 travailleurs piégés dans une mine souterraine qui s'est effondrée au Burkina Faso sont morts, a-t-on appris mardi soir de sources officielles. Selon un communiqué du porte-parole du gouvernement, les opérations de recherche se poursuivent afin de retrouver les 4 autres mineurs. Les 8 mineurs, 6 burkinabés, un tanzanien et un zambien, étaient introuvables depuis le 16 avril à la suite d'inondations dans la mine de Perquois. Depuis, des efforts intenses avaient été déployés pour tenter de les sortir de là sous les regards angoissés des membres de leur famille. Par ailleurs, on a appris mercredi que le bilan des attaques survenues dans les villages de Tiekaleji et de Demniol, dans le département de Gorgadji, est passé à 63 morts. Également dans l'actualité, le gouvernement gambien s'est dit prêt mercredi à faire juger en Gambie l'ancien président Yahya Jammeh et des dizaines de personnes accusées de plusieurs crimes pendant ces plus de 20 ans à la tête du pays. Il est donc question de faire la lumière sur les crimes commis pendant cette période. Cela concerne l'ancien président Yahya Jammeh, a indiqué le ministère gambien de la Justice, Dawada Diallo, dans un communiqué. Monsieur Jammeh, 57 ans, vit en exil en Guinée équatoriale depuis qu'il a perdu le pouvoir et il n'y a aucun accord d'extradition entre Banjul et Malabo. Le ministre gambien de la Justice a toutefois déclaré qu'ils ne sont pas disposés à laisser l'impunité encore encourager donc les auteurs des crimes. En République démocratique du Congo, l'armée congolaise et les rebelles du M23 s'affrontent depuis mardi sur plusieurs fronts dans la province du Nord Kivu, provoquant un déplacement continu de personnes. Depuis ces déplacements, aucune aide du gouvernement ou des organisations humanitaires n'a été signalée. La société civile et d'autres observateurs craignent des cas de décès dus au manque de nourriture. Il y a des maladies graves. Pour plus de détails, suivez ce reportage de notre correspondant à Goma, Zanem Zeti Zaidi. Ces personnes déplacées qui ont fui les affrontements entre l'armée et le rebelle du M23 ont trouvé refuge ici dans la cour de l'école primaire Kanyaruchinya. La plupart d'entre eux sont ici depuis hier, lorsque les affrontements se sont intensifiés à Kibumba et Buhumba, les localités d'où proviennent la majorité de déplacés. Depuis leur arrivée, ils n'ont reçu aucune assistance. Certains ont dormi à la Belle Étoile, comme Manga et sa famille, qui ont tenté en vain de trouver refuge dans cette église, mais personne n'a ouvert les portes. Lui et ses enfants ont alors dormi dehors devant l'église. Nous sommes ici depuis hier soir. Nous avons trouvé plusieurs personnes déplacées qui campaient ici et nous les avons rejointes. Je peux vous montrer ma famille. Ils sont ici. Ce sont mes enfants et mes belles-filles. Nous avons tous dormi ici sur le sol. Nous avons rencontré l'un des responsables de cette église. Nous l'avons supplié de nous donner un endroit pour dormir, mais il était catégorique. Outre le manque d'espace équipé pour accueillir les déplacés, ils ne trouvent pas de nourriture. Certains n'ont pas mangé depuis hier. Clémentine a passé la nuit avec sa famille, le ventre vide, et pour trouver de la nourriture, elle a été obligée de mendier.
Nous avons déménagé hier à cause de la guerre. Nous sommes arrivés ici et nous n'avons rien trouvé à manger. Nous avons passé la nuit affamés. J'ai demandé aux passants un peu de nourriture. Si je ne pouvais pas le faire, je ne pourrais rien manger avec les membres de ma famille autour de moi. Chacun va se contenter du peu qu'il trouve pour se mettre sous la dent. La société civile du territoire de Nyiragongo tire la sonnette d'alarme. Faustin Zabayo, un des membres de cette société civile, demande au gouvernement et aux organisations humanitaires de vite prendre les dispositions nécessaires, sinon on comptera des morts parmi les déplacés. Mais tel que vous pouvez le constater, jusqu'à présent, les sinistrés et les déplacés restent sans assistance quelconque. Et voilà pourquoi nous lançons un appel vibrant au gouvernement congolais de jouer pleinement son rôle, puisque la protection de cette population, ça dépend du niveau de l'implication du gouvernement central et ses partenaires. Les affrontements qui ont provoqué des déplacements massifs des populations se déroulent sur fond des regains des tensions entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Kigali a accusé lundi l'armée congolaise d'avoir tiré des roquettes sur le Rwanda, blessant plusieurs civils, tandis que le Rwanda, acculément, est accusé par les militaires congolais de soutenir la rébellion du M23. Zanem Netizaïdi pour VOA Afrique, Goma. Et retour ici aux États-Unis pour parler de l'influence de Donald Trump sur le Parti républicain qui a pris un coup avec la large défaite du candidat soutenu par l'ancien président lors d'une importante élection primaire en Géorgie. Son gouverneur républicain, Brian Kemp, a largement remporté mardi la primaire pour sa réélection face à David Perdue, un candidat sur lequel Donald Trump avait misé toute son influence politique. C'est dans cet État américain de 10 millions d'habitants emporté d'un cheveu par Joe Biden en novembre 2020 que le milliardaire républicain concentrait depuis 1 an et demi ses efforts pour tenter de prouver que l'élection présidentielle lui avait été volée en raison de supposées fraudes massives jamais prouvées. Kemp fera face en novembre à l'activiste noire Stacey Abrams. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington DC sur VOA Afrique. N'allez nulle part ailleurs. L'information vous revient dans un instant. Nous parlerons notamment de l'impact de la guerre en Ukraine au Nigeria. Washington Forum, le rendez-vous hebdomadaire de VOA Afrique à ne pas manquer. Chaque semaine, nous sommes ensemble pour 30 minutes pour décortiquer les grands sujets qui font l'actualité. Avec nos analystes et nos reporters, nous allons au fond des choses. Politique, économie, société, culture. Nous posons le débat et nos analystes sont là pour apporter l'éclairage. Washington Forum, c'est aussi vous, le public. Vous pouvez participer en réagissant au thème de la semaine sur nos réseaux sociaux. La rédaction de VOA Afrique vous donne rendez-vous sur ses chaînes partenaires, son site voaafrique.com et sur ses plateformes numériques pour prendre part à ce forum réalisé dans nos studios à Washington. À très bientôt dans Washington Forum. Vous suivez Le Monde aujourd'hui, un programme de VOA Afrique. Merci de nous rejoindre pour cette seconde partie. Nous émettons en direct de Washington DC. L'Ukraine a dénoncé ce mercredi l'instauration d'une procédure spéciale par Moscou permettant aux Ukrainiens habitant dans les régions occupées par les troupes russes d'obtenir des passeports russes, fustigeant une violation flagrante de son intégrité territoriale. La région de Kherson a été entièrement conquise par l'armée russe depuis son invasion lancée le 24 février, tandis que celle de Zaporizhia est en partie contrôlée par Moscou. Les résidents de ces territoires occupés sont ceux concernés par la procédure simplifiée instaurée par le président russe Vladimir Poutine par décret ce mercredi. Un décret qualifié juridiquement nul par le gouvernement ukrainien.
À présent, la suite de notre série sur l'impact de la guerre en Ukraine sur le continent africain. Ce soir, nous nous intéressons au Nigeria. En 2020, la Russie a exporté pour plus d'1 milliard de dollars de marchandises vers le Nigeria. La plus grande exportation étant le blé, évalué à plus de 556 millions de dollars. Toujours en 2020, la première économie africaine se classait au 26e rang mondial en termes de produits intérieurs bruts. Mais la guerre en Ukraine affecte-t-elle l'économie du Nigeria? Nous avons posé cette question et d'autres à Joshua Aliou, économiste et analyste des affaires publiques. La guerre entre la Russie et l'Ukraine a beaucoup affecté la plupart des produits échangés entre la Russie et le Nigeria, en particulier la production de blé. La production de blé, qui est un produit secondaire utilisé dans l'industrie de la boulangerie, a été tellement touchée. Cela a également affecté les engrais, qui sont un intrant pour l'activité agricole au Nigeria. Le Nigeria est principalement un pays producteur de pétrole, qui est également une matière première que nous sommes censés mettre en évidence. Mais dans ce cas, le Nigeria exporte du pétrole brut, mais importe du PMS, ce qui a un certain lien avec la production pétrolière russe, car la plupart des raffineries qui traitent ce produit vendent aussi à des pays africains, y compris le Nigeria. Donc, cette même capacité a également affecté le commerce. Le premier, c'est l'engrais. Le gouvernement nigérian a lancé avec succès la production d'engrais qui est soupçonnée non seulement de produire ce dont les agriculteurs nigérians auraient besoin, mais aussi de tracer la voie de ce qui va être exporté. Une deuxième également, l'importation de PMS devrait réduire en raison du fait que d'ici septembre, le gouvernement nigérian devrait également commencer à recevoir la production d'angoti, ce qui aiderait le Nigeria à amortir 40% de ce qui est importé. Le Nigeria essaie également de prendre certaines dispositions pour avoir d'autres partenaires commerciaux, en particulier les économies chinoises et européennes qui sont prêts à traiter avec le Nigeria sur la base du fait que le Nigeria a tellement de relations commerciales. Si par exemple vous regardez ce qui s'est passé entre le Nigeria et 40 pays africains lors du sommet économique Afrique-Russie, il y avait beaucoup de possibilités. Il y avait beaucoup de questions discutées et la plupart des questions discutées ont trait au commerce et à la façon d'influencer le commerce. Et le Nigeria a beaucoup de chances d'avoir le directeur général de l'Organisation mondiale du commerce au Nigeria. Et cela aide également l'économie et aide les décideurs politiques à orienter comment l'économie va fonctionner et comment l'économie peut retrouver sa croissance antérieure, surtout maintenant qu'elle est la plus grande économie d'Afrique. Now the biggest economy in Africa. One good fact to understand Un bon fait pour comprendre les relations entre le Nigeria et la Russie. Le Nigeria fait partie du mouvement non aligné et donc il a tellement d'avantages à avoir des échanges. Je pense qu'à long terme, le Nigeria a une meilleure position pour investir davantage parce qu'il a tellement de potentiel étant la plus grande économie d'Afrique, étant une économie qui entretient des bonnes relations avec d'autres puissances économiques mondiales. La Chine, les États-Unis et de nombreuses autres grandes économies sont des bons amis du Nigeria. Et le Nigeria est disposé, sur la base des nouvelles politiques commerciales, à la facilité de faire des affaires. Le Nigeria fait de son mieux pour s'assurer qu'il y a une augmentation de la capacité de production au sein de l'économie nationale, en particulier l'agriculture, la fabrication et aussi le secteur doux qui est principalement lié au pétrole. Le Nigeria investit et appelle plusieurs investisseurs à investir dans le pétrole et le gaz. Et si cela se produit à long terme, le Nigeria aura plus de personnes à employer. Le Nigeria aura plus d'impôts, le Nigeria aura plus de capacité à produire de l'énergie. Le Nigeria aura également plus de capacité à rester aussi indépendant qu'il le souhaite. La suite demain. Sur les rives de la rivière Ruzizi qui sépare la République démocratique du Congo du Burundi, les villageois sont contraints de s'entendre avec leurs voisins, les hippopotames. Mais la cohabitation avec les mammifères semi-aquatiques est loin d'être un fleuve
tranquille. Davantage avec Ginny Niwa. Vivre côte à côte est très compliqué, raconte cet habitant du village de Katogota. Elle ne peut pas oublier ce qui s'est passé en 2017 lorsqu'elle a perdu l'aîné de ses 8 enfants. Les hippopotames et moi sommes des ennemis parce qu'ils m'ont enlevé mon fils alors qu'il n'avait que 16 ans. C'était un garçon très intelligent et il était la fierté de notre famille. Mon fils était vraiment intelligent, il étudiait et était déjà en sa 2e année. J'étais prête à vendre ma maison pour financer ses études, mais les hippopotames l'ont tué. Depuis 2019, au moins 7 personnes ont été tuées par des hippopotames et 6 autres blessées. Parmi elles se trouve ce fermier qui n'arrive toujours pas à croire qu'il a survécu à une attaque. J'étais dans les champs et un hippopotame m'a attaqué. Je me suis défendu avec ma machette, mais il m'a blessé le crâne juste ici. J'ai beaucoup saigné. J'étais sûr que c'était la fin pour moi. J'allais mourir sur le coup. Mais je m'en suis remis, Dieu merci. Les écologistes disent que le problème est que les humains se sont installés sur les berges des rivières où les hippopotames avaient l'habitude de venir se nourrir. Il est illégal d'occuper les terres le long de la rivière, mais beaucoup ignorent la loi. Nous, on aimerait que les gouvernements voient comment ils pourraient conserver d'abord et protéger, et aussi voir dans quel mécanisme ces bêtes ne pourraient pas être un danger pour la population. Parce que vraiment, ils nous sont utiles et nos populations locales, bien que jusqu'à présent, ils nous sont agressifs, mais vraiment, nous profitons de ces bêtes. Encourager les villageois à voir les hippopotames comme un atout, capable d'attirer des gens dans la région et de créer des emplois dans le tourisme, pourrait prendre du temps. Pour l'instant, les militants écologistes sont livrés à la lutte contre ce qu'ils appellent l'extermination de masse. Je dirais que la population se défoule maintenant. Lorsque les hippopotames attaquent et tuent un des membres de famille, voilà, le membre de la famille qui a perdu les siens peut se défouler sur les hippopotames. Les militants disent qu'au moins 3 hippopotames sont tués chaque mois sur les rives de la rivière Ruzizi et de son exutoire, le lac Tanganyika. Et pour clore ce journal, parlons d'un instrument de musique, la darbuka, mariage, soirée, concert. La darbuka a longtemps fait battre le cœur des Égyptiens, mais a aussi souffert d'une réputation sulfureuse car associée aux danseuses du ventre, se déhanchant sur ses airs. Pour mieux briller, la reine de la musique arabe se la joue désormais solo sur scène. L'image populaire de la tabla est très négative, explique Ahmed El Mahrabi, en utilisant le terme égyptien pour désigner la darbuka. Les gens l'associent à une légèreté des mœurs, poursuit ce spécialiste de la musique égyptienne. Mais depuis quelques années, de nombreux passionnés ont décidé de faire de cet instrument l'unique vedette, mettant de côté danseuses et autres musiciens. Si dans l'imaginaire collectif, la tabla est toujours jouée par un homme, de plus en plus d'Égyptiennes s'y mettent et en font même leur métier, malgré parfois des critiques acerbes. En 2016, Rania Omar et Donia Sami ont brisé le tabou sur les réseaux sociaux. Les 2 joueuses de tabla, dont l'une est voilée, ont récolté une volée de critiques pour leurs vidéos en ligne. Mais elles ne se sont pas découragées et en ont même profité pour monter le premier groupe féminin de darbuka d'Égypte. Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Au nom de toute l'équipe, je vous dis merci de l'avoir suivi. Demain est un autre jour. D'ici là, passez une excellente soirée.